On est en 1906. Une mère et un père cordonnier issus de la classe ouvrière de la capitale hongroise de Budapest vont donner naissance à leur fils. Il se nommera Gustav, et je pense pas que les parents du petit se rendaient compte à ce moment-là qu'ils ont sous leur toit l'un des hommes les plus importants de l'histoire du sport. Comment est-ce que vous définiriez le beau jeu? C'est un concept vague, hein. Chaque spectateur a des goûts différents. Mais quand je dis ça, 90% des gens pensent au tiki-taka, au jeu de possession, en une touche, etc. des joueurs en mouvement. Soit des trucs qui émanent tous d'une seule philosophie de jeu. Il s'agit du football total. Aujourd'hui, tous les entraîneurs un peu romantiques et émergent se disent descendants de Pep Guardiola. Cependant, ce dernier est lui-même, et c'est pas une surprise, un descendant direct du Barça de Cruyff et de la doctrine de ce dernier. Cruyff qui était lui-même un disciple de Michaels à l'Ajax Amsterdam quand il y jouait 15 ans plus tôt. Mais le dénominateur commun de tous ces gens-là, l'ancêtre qui est responsable de toutes les branches de la généalogie, celui qui est finalement l'inventeur du football moderne, eh bien c'est lui, c'est Gustav Seebes. Et l'histoire du mec qui a littéralement changé le monde pour les 80 prochaines années, elle commence dans les entrepôts de Renault dans les années 30. Seebes, il est d'une famille de prolétaires du milieu ouvrier. Son père, comme on l'a dit plus tôt, était un cordonnier et c'était pas forcément des gens très riches. Du coup, comme beaucoup d'enfants des classes populaires à l'époque, Gustav Seebes joue au foot avec ses copains dans les rues de Budapest. Il jouera même dans un club local, à commencer par celui-ci, dont je ne prononcerai pas le nom, avant de jouer au Vasas SC de manière professionnelle, mais qui restait quand même un club des bas-fonds des divisions hongroises des années 20. Il sera contraint de changer de pays au niveau de sa vingtaine, dû à un manque monétaire, et il va donc mener un double emploi de footballeur dans un club français, nommé les Sauvages Nomades, et devenir, à ce moment-là, contremaître dans les entrepôts de Renault. Le mec, il a même pas encore 25 ans, qu'on voit déjà que c'est un pur produit de son milieu. C'est un mec des basses classes de la société hongroise qui est lié au domaine ouvrier, et qui mène un double emploi afin de nourrir lui et sa famille. Cet environnement et les expériences de Gustav qui là pour l'instant ne mènent pas grand chose vont être d'une importance capitale pour la suite et pour ses idées politiques et footballistiques. Suite à son passage en France, il va finalement rentrer au pays et jouer au club de MTK Angarya de 1926 à 1946. Mais entre-temps, au pays, il s'est passé déjà quelques trucs qui sont assez importants. On est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et un certain Mathias Rákosi va prendre le pouvoir par la force et va entamer une politique de soviétisation du pays qui passe par, évidemment, éliminer tous ses opposants politiques, ça va de soi, jusqu'à arriver à un point où les deux autres mecs du secteur sont les Agariens et le Parti social-démocrate, qui n'ont d'autre choix, sinon c'est la mort, de fusionner entre eux. Entre-temps, Gustavo Seebes était rentré dans sa Hongrie natale et il est devenu entraîneur. Il lui arrive d'entraîner quelques clubs de son pays, tels que ceux-là, j'ai pas envie de prononcer leur nom, et dans le même temps, le régime hongrois, ayant une très mauvaise image à l'international dû au fait que c'était pas des gens bien, va avoir une idée afin d'essayer d'y remédier. Ils vont se dire, on a l'une des meilleures générations de l'histoire du foot qui se profile, et si on n'essayait pas de redorer notre image auprès de l'opinion publique à travers le sport. Donc ils vont chercher un entraîneur pour polir tous les joyaux qu'ils ont en leur possession, et on va parler de ces joyaux, et Rákosi jettera son dévolu sur Seebes. Faisons désormais un point sur l'état tactique du foot mondial à la fin des années 40, début années 50. Et pour ça, on doit remonter jusqu'à dans les années 20. La FIFA décide de changer ses règles du hors-jeu. Désormais, un joueur est considéré comme offside quand il est couvert par 2 joueurs et pas 3. Comme vous vous en doutez, la flexibilisation de cette règle a permis d'offensiviser le jeu à son paroxysme. Et Herbert Chapman, qui lui aussi mérite une vidéo à part, a introduit un truc incroyable et qui va subsister pendant plus de 40 ans. Il s'agit du système tactique du WM. En gros, c'est ça. T'as 3 défenseurs centraux, donc 2 défenseurs centraux latéraux, t'as 2 milieux à vocation défensive qui s'appellent des demi, et 2 milieux offensifs, un droit et un gauche, qu'on appelle des inters. Et enfin, un avant-centre et 2 ailiers. Oui, pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est une tactique qui est quasiment centenaire. Pourtant, cette compo a été utilisée par Pep en 2023 et ça lui a permis de gagner la Ligue des Champions. Ce système va traumatiser l'Angleterre et va traumatiser le monde entier, tellement qu'au bout de 2-3 ans, toutes les équipes un minimum respectables jouent comme ça et tout le reste, on les prenait même pas un petit peu au sérieux. Sauf que, de l'autre côté de l'Europe, un mec totalement en marge du système anglophone, au fin fond de l'URSS, va planter une graine, que Seebes va faire germer d'une manière improbable. Ce mec-là, c'est Boris Arkadiev et il va remarquer un truc importantissime. Étant donné que tout le monde joue avec le même système, tous les matchs opposaient toujours 2 WM. Et les 2 compos se superposent parfaitement. Vu cette superposition parfaite, le marquage individuel était intégralement de la partie. Et qu'est-ce que ça fait un match où chaque joueur marque individuellement son vis-à-vis? T'as juste une succession d'actions individuelles, de duels entre le porteur de balle et le vis-à-vis, et le gagnant du match n'était pas l'équipe qui jouait le mieux, l'équipe qui était la plus rodée collectivement, mais quelle équipe comportait les joueurs ayant le plus gagné de duels lors du match.
Et du coup, ça te donne un résultat extrêmement rigide et pas forcément beau à regarder. Parce que vu que le marquage individuel lors des matchs était strict, dû à la superposition qu'on a énoncée, les placements et déplacements de chaque joueur sur le terrain étaient extrêmement limités. Et ça va pas plaire à Arkadiev. Alors il va décider, consciemment ou inconsciemment, de laisser une liberté de déplacement totale aux inters et aux demi, qui sont les milieux défensifs et les milieux offensifs, dans le but de déstabiliser les équipes adverses. Et il va appeler ça le désordre organisé. Et ça va marcher, ça va marcher qu'en Russie, certes, parce qu'il n'a jamais pu entraîner quelque part d'autre, mais ça va marcher quand même. Alors que, à ce moment-là, il a accordé de la liberté de déplacement à seulement 2 lignes de joueurs, et que la compo, finalement, est la même. Mais il s'agit quand même d'une révolution discrète, mais une révolution quand même. Le pauvre Boris n'aura malheureusement aucune postérité, et il va mourir dans l'anonymat, et n'aura jamais vraiment marqué le foot autant qu'il le devrait. Mais Sébès, à ce moment-là, il est pas con, il observe ça, et il voit le potentiel dans l'idée du russe. Mais il trouve qu'il va pas assez loin, il réfléchit à comment perfectionner cela. Mais là, au moment où on parle, Sébès entraîne des équipes de seconde zone en Hongrie. Mais il y a ce poste-là, proposé par le régime de sa patrie, et quand il voit la génération dont il disposera, il n'hésite pas un seul instant et accepte l'offre. Et en soi, là, je sais pas si Sébès se rend compte de ce qu'il allait faire et de à quel point ça allait changer les choses, mais là, lui et les 11 bonhommes dont il va hériter, ils vont terroriser le foot en le traumatisant de manière irréversible. Faisons désormais un tour d'horizon des joueurs hongrois dans les années 40. Parce que oui, depuis tout à l'heure, on parle de génie tactique, de révolution, mais je pense pas que cela aurait été possible dans une équipe composée de, de Bakker et de Carlos Soler, par exemple. Et évidemment, là, je suis obligé de citer en premier Ferenc Puskás, qui à ce moment-là avait même pas encore signé à Madrid, mais qui était déjà parmi les tout meilleurs joueurs du monde en Hongrie, si ce n'est le meilleur joueur du monde. D'ailleurs, il présentait des ratios de buts terrifiants. Là, par exemple, là, vous avez devant vous son ratio de la saison 1948, où il va planter 50 buts sur 32 matchs. Toujours dans le secteur offensif, un des meilleurs joueurs de tête qu'on ait vu, si ce n'est le meilleur, c'est Sandor Kocsis, qui lui jouait pour le Ferencváros. Mais il était déjà aussi un joueur de classe mondiale et était surnommé la tête d'or. Et c'est bien pour une raison. Il y a aussi un autre mec qui lui va avoir une importance capitale, avec un C majuscule, dans cette équipe et dans son fonctionnement, c'est Nandor Hidekuti, qui est une anomalie pour son temps. Dans une époque où les numéros 9, je cite un journaliste de l'époque, sont des taureaux écervelés dans l'arène, Nandor, lui, il brille plus pour sa qualité de passe et son QI football. D'ailleurs, son body type et son acuité technique étaient très différentes des 9 de l'époque. Et au milieu, il y a un maestro qui s'appelle Bošík, qui va jouer à Honvéd toute sa carrière, mais qui est considéré quand même comme étant l'un des meilleurs numéros 6 de l'histoire selon beaucoup d'historiens de l'époque. Lui aussi, il se démarque des autres numéros 6 en étant un profil bien plus technique, bien plus rigoureux que ses contemporains. Et là, j'ai cité que ce qui était considéré comme les 4 meilleurs, mais t'as aussi des mecs comme Sibor sur les côtés, encore Groxis dans les cages, etc., etc. D'ailleurs, si vous remarquez, la plupart des mecs que j'ai cités, en dehors d'être des cracks, vraiment les meilleurs mecs disponibles sur le marché à leur poste, ils sont tous très différents dans le style de jeu des autres. Ils sont assez en marge des standards de leur poste, parce que oui, Sébès va pas créer une équipe qui se démarque du reste du monde en prenant des joueurs qui ne se démarquent pas du reste du monde. Juste après que Sébès accepte le contrat de sélectionneur, le régime va tout faire pour mettre en lumière sa sélection nationale. Déjà, en supprimant la Coupe de Hongrie, qui a été jugée comme étant trop énergivore pour les joueurs, et en instaurant des matchs amicaux en sélection chaque semaine, afin de créer des automatismes. Bon, c'est bien, depuis tout à l'heure je vous dis que ouais, Sébès il va instaurer un truc nouveau, une révolution sans précédent, tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Son équipe, la voilà. Et normalement, vous voyez déjà plusieurs trucs qui sont censés vous choquer si vous êtes un mec des années 50. Déjà, il y a lui là, il y a Zacharias, qui agit comme étant un 4e central. Jusque-là, même Arkadiev dans le fin fond de la Russie des années 30, et encore, ça vérifié, personne ne faisait ça. Et ce mec-là, la Zacharias, il n'est pas que défenseur central, étant donné que ce dernier, et c'est sûrement pour ça que Sébès l'a choisi, il peut monter au milieu de terrain, étant donné qu'il est d'une polyvalence à toute épreuve. Mais pourquoi Sébès souhaiterait que Zacharias descende en tant que 4e central, si ce n'est pour montrer qu'il n'est pas comme les autres? Eh bien, c'est pour laisser de la place dans notre jeu, non pas à Bošík, qui lui est positionné en tant que numéro 6 entre guillemets fixe, mais pour laisser sa place à Hidekuti. Je vous l'ai dit, Hidekuti à la base c'est un numéro 9. Malgré que ce soit un joueur très original pour l'époque, il reste un numéro 9. Mais Sébès va avoir une idée de génie. Il va demander à son joueur de dézonner constamment. De 1, dans le but de créer par sa qualité de passe et sa vision de jeu, mais de 2, afin de déstabiliser tous les WM du monde. Et quand tu déstabilises tous les WM du monde, tu déstabilises le football mondial, parce que tu peux pas défendre
en marquage individuel un mec qui bouge tout le temps. Bah oui, parce que s'il descend trop, et c'est ce qu'il faisait évidemment, et que tu le suis, tu laisses un espace dans ton dos immense, sans oublier que derrière t'as une flèche comme Cyborg qui peut aller dans ton dos, mais d'un autre côté, tu peux pas forcément le laisser opérer comme il veut. C'est Hideki Kuti, c'est un génie, faut pas laisser un danger seul comme ça. Et à ce poste-là, quand t'es numéro 9 mais que tu descends pour créer et aider à la construction, ce poste-là, il a un nom. Sebes venait d'inventer le premier faux numéro 9 au début des années 50. Mais le technicien hongrois va pas s'arrêter là, parce qu'il va pas oublier d'inclure ces autres éléments offensifs qui sont eux aussi axiaux. Puskás d'abord, dans sa position de second attaquant, en soutien du numéro 9, Kocsis. Donc là, t'as 3 buteurs, tous beaucoup trop forts et qui ont tous des rôles différents. Et les autres joueurs avaient eux aussi des consignes particulières. Les 2 ailiers, Sibor et Boudaï, sont priés d'aider lors des phases défensives. Le gardien Groxis est invité à relancer au pied de manière bien plus prononcée que les autres de son époque, faisant de lui le père de Yashin et de Neuer. Même les défenseurs centraux latéraux pouvaient monter lors des phases offensives pour apporter le surnombre. Faisons d'eux concrètement les ancêtres de tous les défenseurs droits et tous les défenseurs gauches du monde. Tout ça, c'est des trucs qui paraissent totalement normales et limite tacites aujourd'hui. Mais je vous rappelle que Sebes a pensé à ça dans le début des années 50. Le maître mot dans cette histoire, c'est le mouvement. Le fait de bouger en équipe. Passer d'une approche beaucoup plus individualiste, beaucoup plus égoïste du football à un football collectif, chaleureux, voire même altruiste. Et pour ceux qui suivent un peu plus que les autres, vous auriez déjà fait le lien entre les idéaux politiques de Sebes, qui je le rappelle est un communiste notoire, et son plan de jeu qui, comme par hasard, est à l'encontre du football individuel, donc capitaliste. Un journaliste dira même plus tard, afin d'accentuer cet aspect dans la tactique de Sebes, l'équipe évolue comme un seul homme, selon les principes communistes chers à son entraîneur. Ce contraste entre le football du peuple et le football des élites va se matérialiser bien plus tard dans notre histoire, un soir de 1953, mais ne partons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, Sebes doit préparer son premier match sur le banc de la sélection face à l'Autriche à l'occasion de la Coupe internationale de 48 à 53. Le match sera remporté 6-1, permettant à Sebes de montrer à une partie de la planète football qu'il n'est pas venu pour rien. Mais les Magic Magyars ne s'arrêtent pas là, étant donné qu'ils ont dans leur viseur les Jeux Olympiques de Helsinki en 1952. Faut savoir qu'à l'époque, le foot olympique a un certain standing qu'il n'a plus forcément aujourd'hui. Par conséquent, ils vont se préparer minutieusement de 50 à 52. Les Jeux Olympiques arrivent et c'est l'occasion pour Sebes et ses 11 gars de montrer à tout le monde comment le football se joue et comment le football va se jouer sur les années à venir. La Hongrie va juste rien laisser à personne. Ils vont l'emporter haut la main contre des nations comme la Suède ou la Yougoslavie, mais surtout, ils vont l'emporter en inscrivant 25 buts sur la compétition. C'est bon, la majorité des gens sont prévenus, et au Mondial 54, c'est ces gens-là qu'il faudra surveiller. D'ailleurs, il faut noter que Puskás est au sommet de son art et enclenche la partie de sa carrière où il est à son prime. En gros, il est vraiment intouchable. Vous regardez à l'écran les stats, c'est pas moi qui invente. Cependant, il y a une équipe là qui ne semble pas être encore satisfaite. Une équipe qui voit le bas peuple s'extasier devant des prolétaires qui, selon eux, savent juste aligner un contrôle et une passe. Et cette équipe, par conséquent, elle ne se sent absolument pas menacée et prend même les Hongrois de haut. Il s'agit des mecs qui ont inventé le WM et qui le chérissent de manière inconditionnelle. Les autoproclamés inventeurs du sport, l'Angleterre, qui va dans le cadre de la préparation du mondial en Allemagne proposer un match amical à la fédération hongroise à Wembley, stade où ces derniers sont invaincus depuis toujours. Hein. Et cette soirée à Londres, Sebes sait qu'il ne doit pas se rater. Il va pas juste ne pas rater le match, il va permettre à lui, tout son staff et tous les mecs avec qui il joue de s'inscrire dans la légende et de changer à tout jamais le déroulé de ce sport. La Hongrie va gagner 6-3 en Angleterre et devient la première équipe européenne à y gagner. C'est un véritable coup de tonnerre comme on en a rarement eu. L'Angleterre était si confiante qu'elle n'imaginait juste pas une seconde que les rumeurs comme quoi un mec au fin fond de Budapest était en train de révolutionner le foot étaient réelles. Le match étant très médiatisé au niveau de l'Europe de l'Ouest, le monde entier a pu voir les bienfaits du système sébécien ainsi que les limites du WM. Et cela peut être prouvé à travers le cas du défenseur Johnstone. C'était un central anglais qui, ce soir-là, était chargé de marquer individuellement Hideki Kuti. Lui, Johnstone, il sait pas que le marquage individuel, il n'existe plus pour ces gens-là. Donc, il sera totalement déboussolé de voir le Hongrois descendre à côté de Bošík, alors qu'il n'avait jamais vu un 9 avant descendre en bas du point de pénalty, par exemple. Et cette perturbation va donner le fait que Hideki Kuti va marquer un triplé ce soir-là.
Puskás va aussi montrer à tout le monde qu'il s'agissait incontestablement du meilleur joueur au monde. D'ailleurs, il est rapporté que c'était ce jour-là où le drag-back, donc ce geste-là, a été inventé. Les Anglais ont vraiment été choqués d'une part de la qualité des joueurs présents sur place et surtout de la manière dont ils jouaient. Ils ont absolument pas renié leurs principes, toujours le même maître mot, le mouvement au service du collectif. Et de là, on comprend bien mieux pourquoi est-ce que Sebeş et les gens en règle générale appelaient ce football le football socialiste. Et la portée politique, qui désormais est certaine, va accentuer ça. C'est les Anglais de l'ancien monde qui vont apporter un système obsolète, voire même archaïque, contre le prolétariat de l'Est, novateur, révolutionnaire, apportant de la fraîcheur et une collectivité. L'objectif de Mathias, c'était de promouvoir son pays et sa politique à l'international. Et franchement, je vois pas comment il aurait pu mieux réussir son coup. Depuis le début, on n'a pas parlé des médias et de ce qu'ils disaient sur ces 11 mecs et son sélectionneur. Voici donc un petit florilège de ce qu'on pouvait lire et entendre sur la Hongrie. Après avoir coqué le monde entier, l'équipe de Hongrie, qui a été renommée le 11 d'or, va se préparer à la Coupe du Monde 54, où ils sont considérés comme les ultimes favoris. Donc ils vont reprendre ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire gagner par 3 buts d'écart minimum tous leurs matchs. D'ailleurs, parmi ces matchs de préparation, il y a un match contre l'Angleterre, oui, il y a un deuxième match contre l'Angleterre, cette fois-ci à domicile, à Budapest, où ils vont gagner par une marge encore plus grande, 7-1. La préparation se passe bien, Sebeş est le meilleur coach du monde, ses joueurs sont toujours les meilleurs au monde, et ils abordent la Coupe du Monde 54 avec une facilité mais déconcertante. À titre comparatif, ils tombent dans un groupe composé de la Corée du Sud, de la Turquie et de l'Allemagne de l'Ouest, qui est le deuxième favori, et ils vont réussir à mettre 17 buts en 2 matchs. Voilà les scores à l'écran, j'invente rien. Inutile donc d'indiquer qu'ils vont pulvériser le nombre de buts inscrits sur une compétition qui va s'élever à 27. Ils passent les 2 phases de poule, parce qu'à l'époque il y en avait 2, et torpillent le Brésil et l'Uruguay 4-2 sur les 2 matchs de quart et de demi. Ils arrivent donc avec une grande légèreté en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne de l'Ouest, qui à l'époque, certes personne ne donnait cher de leur peau, mais ils avaient quand même une belle équipe composée par exemple de Rahn, de Siller ou encore de Toni Turek. Le monde du football s'attendait juste à la consécration mondiale pour la Hongrie, sachant que ces derniers étaient sur une série d'invincibilité de 4 ans, soit depuis que Sebeş est arrivé. Mais malheureusement, l'histoire en voudra autrement. Après l'un des plus grands matchs de l'histoire, l'Allemagne de l'Ouest va gagner 3-2 face à la Hongrie. Il faut aussi rappeler, comme vous l'avez vu tout à l'heure, que c'est cette même Allemagne de l'Ouest qui avait perdu 8-3 en poule 2 semaines avant. Alors, vous vous demandez, j'imagine, comment ça se fait que des mecs que j'ai dépeints comme des demi-dieux depuis 30 minutes ont pu perdre le match le plus important de leur histoire? La réponse est malheureusement assez connue, mais avant de vous la délivrer, voyons le résumé du match. Les Hongrois, comme à leur habitude, vont inscrire 2 buts en 10 minutes et étaient censés s'envoler pour leur premier titre mondial. Mais ces derniers vont se faire remonter 2 buts de la manière la plus improbable qu'il soit, avant que Helmut Rahn vienne inscrire le 3e but à la 84e minute, synonyme de victoire pour les Allemands. Et après cette action, la Hongrie va pousser jusqu'à la fin du match, mais ils auront affaire à un énorme bus. Tous les joueurs allemands sont descendus d'au moins 2 tiers et repoussent tous les assauts. Certes, grâce à une bonne assise défensive, mais surtout grâce à un Toni Turek qui va lâcher une performance monstrueuse, dont cet arrêt à la toute fin. Cette victoire a été considérée comme injuste footballistiquement pour énormément de monde. Cette victoire, c'est la défaite du beau jeu et du foot du peuple. Mais aussi, la victoire du bloc de l'Ouest face au bloc de l'Est. La victoire de l'Occident face à l'URSS. Je vous rappelle qu'on est en plein contexte de guerre froide, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça va être aussi interprété comme un élément démontrant le relancement économique de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale qui avait lieu 9 ans plus tôt. D'ailleurs, après ce match qui sera surnommé le miracle de Berne, ce sera la première fois où des Allemands défileront dans les rues avec des drapeaux nationaux sans être accusés d'identitarisme ou encore de nationalisme ou autre idéologie considérée comme déviante. Mais cela n'explique toujours pas comment l'Allemagne a réussi à se défaire des Hongrois qui étaient la meilleure équipe du monde. Des années plus tard, il a été révélé que Sepp Herberger aurait réalisé des traitements de vitamine C spécifiques aux joueurs allemands avant la finale. Sauf que le contenu des pilules qu'ils ont ingérées n'était pas de la vitamine C, mais du Captagon et de la pervitine. Très concrètement, ce sont des produits de dopage. Mais tout de même, il se pourrait que Sebeş ait réalisé quelques erreurs managériales qui auraient pu lui coûter la finale. Premièrement, il y a l'affaire Puskás. Puskás n'aurait pas dû jouer la finale. Très concrètement, lors du match précédent en phase de poule, face
Toujours à la main de l'Ouest, il avait reçu un coup extrêmement sévère de la part de Werner Liebrich. Ce coup a refait surface quelques jours avant la finale et le médecin de l'équipe a déconseillé Puskás de jouer. Sebeş n'a pas écouté et il l'a titularisé. Mais sa performance a été extrêmement en dessous de ses capacités et déjà même à l'époque, beaucoup de gens jugeaient cette décision comme étant négative. Certains comme Brian Glanville, qui est un très grand journaliste, ont même dit en parlant du tacle de Werner qu'il s'agissait du coup de pied qui a gagné la Coupe du Monde. Alors après ce drame national, qu'est-il arrivé au 11 d'or? Déjà avant tout, des coupables ont été désignés afin de porter le rôle de bouc émissaire, notamment le gardien Gröksis, qui a pas fait une finale irréprochable certes, mais bon, c'est pas à cause de lui quoi. Mais en dehors de ça, tout va rouler comme d'habitude, évidemment, ça a laissé un goût amer à tout le monde, mais ils vont quand même enchaîner 18 matchs sans défaite, avant qu'un événement géopolitique vienne définitivement clore cette épopée. En 1956, le peuple hongrois semble en avoir un petit peu marre du régime communiste et décide de s'insurger contre ce dernier. Et dans le même temps, t'as la majorité des joueurs hongrois qui étaient en déplacement avec leur club, étant donné qu'on était en période de Coupe d'Europe, et plus précisément avec le club de Honvéd pour la plupart. Et en vue de ce qui se passait au pays, 90% des joueurs sont juste pas rentrés et n'ont plus jamais disputé un match avec l'équipe nationale. Ces derniers sont tous dispatchés à travers l'Europe. Puskás est allé glaner quelques LDC du côté du Real, Gröksis a rejoint le Barça, Sibor est allé à Rome, etc., etc. Suite à cela, Sebeş va quitter ses fonctions et va partir entraîner un petit club de la campagne de son pays en guise de pré-retraite. Donc, quel est le bilan de toute cette histoire? C'est quoi le but? C'est qu'il y a un mec qui a entraîné 11 autres mecs et qui a fait d'eux la meilleure équipe de son temps en moins de 1 an. Un mec, à la base, qui était né dans une famille de cordonniers, a révolutionné du tout au tout le sport le plus populaire du monde. Et il est considéré, à raison, comme étant le père du foot moderne, et aucun entraîneur dans l'histoire suite à lui n'a pas repris ne serait-ce qu'un de ses préceptes. Sur ce, j'ai fini, c'était LICF, et à la prochaine.